Atrospection, le podcast qui explore les thématiques liées au vécu des personnes aromantiques et ou asexuelles. Bienvenue dans ce 7e épisode d'Atrospection. Aujourd'hui, nous recevons des invités de France, et plus précisément de Lyon, pour nous parler de l'organisation de la communauté asexuelle et aromantique locale via le groupe T entre aspects, abrégé TI. Pour les interlocutoristes qui ne le sauraient pas, il existe également un groupe de rencontres AroAce basé à Lausanne depuis 2024, auquel nous ferons ponctuellement référence pour comparer nos expériences. Pour commencer, est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter ? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup de nous inviter sur la chaîne de podcast. On est vraiment trop ravis de vous rencontrer. Moi, c'est Thémis, pronom elle. Je suis militante queer féministe ACE. Je suis diplômée d'un master d'études sur le genre à Lyon 2 et j'ai fait mon travail de recherche sur les vécus asexuels dans une perspective féministe. Moi, je m'identifie comme asexuelle depuis à peu près, 2 ans et demi. Et en vrai, cette découverte, elle a vraiment pris un tournant dans mon militantisme et ça m'a vraiment conduit à consacrer aujourd'hui mon engagement à la sensibilisation et à la réflexion autour des asexualités. Et je suis également co-créatrice du collectif Aromantique et Asexuel qui se situe en région lyonnaise. Et en parallèle, je fais de la vulgarisation sur Instagram où je partage et je rends accessibles les réflexions issues de mon travail de recherche avec l'envie en fait de faire circuler les savoirs féministes au-delà du milieu universitaire. Bonjour, je m'appelle Jus, pronom IL, j'ai 38 ans. Dans la vie, je suis médecin de santé publique et je m'intéresse dans mon travail à tout ce qui est prévention, entre autres santé sexuelle. Ce qui a été en lien avec mon identité asexuelle. J'en parlerai bien entendu plus tard dans le podcast, mais j'ai mis assez longtemps à me rendre compte que j'étais aromantique et free-ace. Et c'est suite à ce coming in, en fait, quand je me suis rendu compte de tout ça, je me suis dit qu'il n'y avait pas assez de ressources sur le sujet, que ce soit sur Internet, mais encore moins dans la vie réelle. Et c'est pour ça que j'ai décidé, en 2023, de créer le groupe T entre aspects, mais on en parlera là aussi plus tard dans le podcast. Est-ce que tu pourrais juste définir ce que c'est free-ace pour les personnes qui ne connaîtraient pas ? Alors, free-ace, ça veut dire que je peux ressentir de l'attirance sexuelle, mais au début d'une relation, c'est-à-dire quand je connais finalement assez peu la personne. Pour une définition, on va dire plus simple, c'est un peu l'inverse de demi-sexuel. En général, les gens connaissent mieux le terme demi, donc free, c'est un peu l'opposé, on va dire. Et je suis en couple depuis 6 ans maintenant, donc là aussi, ça change des clichés qu'on peut avoir sur les personnes aro. On est en couple ouvert, même si pour l'instant, on est plutôt bien l'une avec l'autre et on va pas forcément voir ailleurs. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce groupe ? Comme je le disais, quand je me suis rendu compte que j'étais ace et aro, on était à peu près, on était entre la fin des années 2010 et le début 2020 à peu près. J'ai vu qu'il y avait assez peu de ressources à la fois en ligne, même s'il y en avait un peu, mais c'était des ressources majoritairement anglophones, et qu'il y avait très peu de choses mises en place dans la vie réelle, en tout cas au niveau de ma ville, qui est la ville de Lyon. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de se rencontrer et éventuellement d'organiser un petit groupe de parole sur Lyon en 2023 avec des gens qui seraient AroAce, en espérant que des gens viennent. Vous étiez initialement un groupe de parole, comme tu viens de le dire, puis vous êtes devenu un collectif militant. Pouvez-vous expliquer ce qu'implique devenir un collectif militant au-delà du groupe de parole et comment s'est passée cette transition ? Donc effectivement, comme tu as dit, c'était un groupe de parole depuis mai 2023. Et c'est à l'arrivée de Thémis, en fait, dans l'orga, parce que pendant longtemps, j'étais seul. Thémis avait vraiment la volonté de transformer ça en collectif militant. Donc c'est en janvier 2026 qu'on a décidé de passer du groupe de parole au collectif, même si le groupe de parole existe encore et a lieu tous les 2 mois, pour se définir vraiment comme un collectif AroAce. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai découvert et participé au groupe de parole il y a à peu près, je pense, 2 ans. Et en fait, ça a été super fort pour moi émotionnellement de découvrir un groupe AroAce, de découvrir que ça existait. Et en fait, ça m'a tellement plu que j'ai intégré l'organisation et l'animation du TI avec Jus il y a bientôt 1 an, donc précisément en septembre 2025. Et en fait, j'étais trop contente d'élargir mon militantisme en dehors de l'université. J'ai vraiment voulu faire plus. Et en fait, au fur et à mesure des groupes de parole, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un réel besoin de soutien, de faire collectif, et qu'en fait, on était finalement nombreux et nombreuses dans les luttes AroAce. Et je me suis vraiment lancée corps et âme dans les luttes asexuelles. Et en fait, j'avais l'impression que les groupes de parole me suffisaient plus. J'avais besoin de quelque chose de plus gros, de plus visible, de plus fort.
Donc j'ai eu l'idée du coup de monter ce collectif et du coup j'en ai discuté avec Jus. Franchement la transition elle s'est hyper bien passée parce que monter un collectif c'est plutôt facile entre guillemets, c'est-à-dire que ça ne demande aucun statut ou démarche administrative particulière à la différence d'une asso par exemple. Par contre il a été important de bien discuter entre organisateuristes parce qu'on n'est que deux, donc d'être au clair sur la raison de ce collectif, de parler des actions qu'on veut mener. Et finalement, je dirais que ce collectif, il s'est monté assez naturellement. C'était plutôt la suite logique des choses, je dirais. Et puis donc, comme je disais, il y a un groupe de parole, et le passage au collectif fait que maintenant on a plus d'actions. On est en train d'organiser le premier cortège Arrow Race de France, qui aura lieu à la Marche des Fiertés de Lyon le 19 septembre de cette année. On a très hâte. Pour tout ça, on a fait plusieurs actions aussi pour préparer en amont. On a fait un atelier pancarte, donc on aura des pancartes, on aura notre première belle banderole aussi. Il y aura un discours lors de la prise de parole à la fin. Et puis, on a fait des flyers qu'on va distribuer. On a des stickers aussi qu'on collera un peu partout. Donc voilà, on a fait un peu de merch pour que les gens soient au courant qu'on existe et puis aussi pour définir ce qu'est le romantisme et la sexualité et d'exprimer nos revendications. Et après, on a pas mal d'idées potentiellement d'ateliers, donc création de fanzines, potentiellement atelier de shibari. Il y a pas mal de gens dans les groupes de parole qui nous ont dit qu'ils pratiquaient le shibari, des choses comme ça aussi. Donc pourquoi pas, voilà, on a des idées, après ça va être à mettre en place tout ça. La sexualité a longtemps été peu politisée. Rencontrez-vous des obstacles ou des contestations face à votre approche politique de la sexualité ? Est-ce que ça rebute des gens ? Alors en vrai, c'est une bonne question. De notre côté, je pense pas qu'on ait rencontré des obstacles ou des contestations face à notre approche politique. Par contre, je dirais que moi, j'ai plutôt été surprise à certains moments de voir que certaines personnes concernées politisaient pas vraiment la sexualité ou l'aromantisme. Mais honnêtement, moi, j'ai plutôt fait ce constat dans mon travail de recherche, du coup, quand j'ai enquêté des personnes concernées, où genre, je dirais que j'ai un peu bondi de ma chaise, entre guillemets, parce qu'il y avait vraiment certaines personnes qui ne percevaient pas du tout la sexualité comme une identité queer. Donc c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que, en vrai, il y avait encore beaucoup de travail à faire sur cette thématique, d'où mon travail acharné, entre guillemets. Je pense que comme c'est une identité queer, la sexualité doit être politisée, mais elle l'est aussi très souvent à l'intersection d'autres luttes. C'est peut-être pour ça que les gens s'en rendent peut-être pas forcément compte tout de suite, parce que quand on remet en cause le patriarcat, quand on remet en cause parfois même le capitalisme, le modèle capitaliste, etc., il y a des petites touches de militantisme asexuel qui peuvent aussi s'exprimer dans ces espaces-là. Donc voilà, je pense que ça fait partie des luttes politiques plus larges, qu'elles peuvent s'exprimer dans ces luttes politiques plus larges, et ça permet, quand on milite dans ces luttes-là, de rajouter aussi, oui, mais aussi en tant que personne asexuelle, voilà ce que je défends. Oui, en fait, la sexualité, elle touche bien sûr aux questions de sexualité, mais aussi de consentement, de genre, de normes sexuelles. Enfin, c'est tellement plus large et c'est comme ça qu'on a envie de la voir aussi. Et de droits parentaux aussi, on a eu toute une discussion sur la parentalité, comment faire famille, etc. Alors ça, c'est à la fois la sexualité et la romantisme, parce que ça pose aussi beaucoup la question de la romantisme. Et c'est vrai qu'on a vu un groupe de parole spécifique là-dessus, où les gens avaient exprimé aussi leurs envies, leurs besoins, et puis ce qu'ils vivent déjà maintenant. Il y en a certains qui vivent des situations qui leur plaisent énormément et qui permettent de vivre avec leur identité Arrowways de manière cohérente avec leur identité. Et ça, c'est intéressant aussi, et ça donne de l'espoir. Beaucoup de gens sont partis avec beaucoup d'espoir aussi que c'était possible. Ouais, carrément. Et j'aimerais juste finir par dire que du coup, la sexualité, c'est effectivement queer. Je le reprécise parce que du coup, il y a des personnes concernées qui, ne le ressentent pas comme tel. Mais pour moi, la sexualité, c'est vraiment queer parce que non pas c'est juste une sexualité alternative entre guillemets à ajouter à la liste des autres orientations sexuelles, mais parce qu'en fait, elle décentre radicalement les humains humaines de la plus loin sexualité elle-même. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Quels sont vos liens avec d'autres militantex, associations ou groupes locaux ? Alors, du coup, je reprécise quand même qu'on est un bébé collectif quand même depuis janvier 2026, mais je dirais qu'on a des liens plutôt cordiaux, voire chaleureux en fait, avec certaines structures. Par exemple, du coup, comme on disait, on est plutôt très en lien avec le collectif militant Bipan de Lyon, parce que du coup, nous, notre tout premier cortège à Rouès, on est hébergé par ce collectif qui facilite du coup toute la logistique interne et ça nous donne pas mal de visibilité en vrai. Donc voilà, on est allé à beaucoup de leurs réunions d'organisation pour le cortège et le groupe Bipan nous a proposé de faire une petite collaboration pour septembre dans leur groupe de parole où en fait on mettrait en avant un peu les questions aromantiques et asexuelles et je trouve que c'est trop intéressant. Puis même dans les lieux où on fait les groupes de parole,
On essaie de choisir des lieux qui sont quand même militants et associatifs, souvent. Donc là, on le fait à Cabaïtan, à Lyon 7, qui est un café vegan et engagé pour plusieurs causes. On était avant au Café Rosa, qui est un café féministe. Et puis on va aussi en faire à la Médiane. Ouais, carrément, récemment, on a rencontré la Médiane, donc en fait, qui est un nouveau tiers-lieu féministe engagé qui vient d'ouvrir à Lyon 7. Et en fait, on fait des petits groupes de parole de temps en temps là-bas, et on a aussi d'autres projets à long terme. Par exemple, on avait déjà parlé de faire, pourquoi pas, une intervention sur la sexualité. On aimerait bien aussi faire un petit ciné-club. On a une salle dédiée où du coup on peut projeter. Et du coup, on s'est dit que ça serait trop cool de projeter un petit peu des œuvres cinématographiques à Roace. Ça serait trop cool. En quoi consiste une intervention sur la sexualité dont tu viens de parler? Ça prend quelle forme? C'est quoi le but? Ouais, c'est grave intéressant. En vrai, j'ai eu le privilège de déjà animer une intervention sur la sexualité à la fac de médecine de Lyon 8. Et en fait, l'idée, c'était pas du tout de faire une conférence ou un cours descendant. Moi, je voulais vraiment créer un espace d'échange réflexif avec des petits ateliers, des jeux, des quiz, des discussions. Et en fait, on a commencé par réfléchir à la, plus loin, sexualité comme une norme sociale et culturelle, mais aussi à la manière dont se construit le désir sexuel. Et du coup, évidemment, voilà, on parle d'asexualité, mais à la fois comme orientation sexuelle, mais aussi comme un point d'entrée pour questionner les rapports de pouvoir et les injonctions autour de la, plus loin, sexualité. Et en fait, le but, c'est bien sûr déjà de mieux faire connaître la sexualité, qui reste évidemment malheureusement très méconnue et parfois stigmatisée, y compris dans pas mal de lieux queer et féministes, disons-le. Mais c'est aussi pour montrer que les perspectives asexuelles, elles peuvent vraiment enrichir les réflexions et les luttes queer et féministes, notamment du coup en questionnant les normes autour du désir, de la plus loin sexualité et des rapports de pouvoir. Et en fait, plus largement, l'objectif, je pense que c'est vraiment d'ouvrir un espace où chacune peut remettre en question ce qu'on considère comme évident en matière de sexualité et finalement repartir avec plein de nouvelles pistes de réflexion. Comment s'est passé le recrutement des membres de votre collectif? En Suisse romande, l'association LGBTIQ+, lausannoise Vauqueer a une page dédiée au groupe de rencontres Airways sur son site internet, ce qui nous donne pas mal de visibilité. Avez-vous quelque chose de similaire? Pour l'instant, on n'a pas de site internet, même si en vrai on a plein d'idées pour la suite, mais en vrai pour l'instant tout se passe sur notre compte Instagram. On essaye vraiment d'être présente le plus possible sur les réseaux, parce qu'en fait on veut prendre de la place médiatiquement, on veut montrer qu'on existe, qu'on est active, qu'on fait plein de choses. Mais nous surtout on a un groupe WhatsApp qu'on a créé en septembre 2025 avec plusieurs sous-groupes pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et en vrai, ce groupe WhatsApp, il est vraiment important pour nous parce qu'il permet de créer une certaine cohésion et de renforcer les liens communautaires au-delà du groupe de parole. Il permet de discuter, de raconter sa propre expérience, de partager des lectures, films, séries, des idées de thématiques pour les prochains TI, plein d'autres choses. Moi, je tenais aussi à faire la différence entre se faire connaître pour que des gens viennent au groupe de parole, où là, effectivement, on fait de la pub sur Instagram, sur notre profil, et puis on a un peu mis des affiches en ville, des petites choses comme ça, des petits flyers aussi, surtout dans des lieux militants, mais dans des librairies aussi, par exemple, des petits restos, tout ça. Et puis vraiment recruter des gens pour le collectif, où là, c'est plutôt l'étape d'après, c'est-à-dire des gens qui vont d'abord venir au groupe de parole, qui vont voir qui on est, on va échanger avec eux, et après, c'est des gens qui vont vouloir potentiellement s'investir un peu plus pour faire des actions. Et donc là, en fait, c'est sur le volontariat. Quand ils sont sur WhatsApp, au bout d'un moment, les gens disent pourquoi pas, j'aimerais participer au collectif. Et donc après, ça dépend de l'action en question. En général, Thémis et moi, on encadre quand même, on chapeaute un peu. Aussi par rapport au point de vue financier, on peut débloquer un peu des fonds si besoin. Et c'est plutôt un rôle d'encadrement qu'on a. Et on essaye de laisser les gens agir en bonne intelligence et avec une hiérarchie le plus horizontale possible. Il existe également un groupe WhatsApp Airways Suisse. Divers canaux permettent d'avoir des communautés de langues différentes dans le même groupe et d'avoir des informations globales sur les rencontres aux différentes prides grâce aux annonces. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez le rejoindre. Est-ce que vous discutez beaucoup entre les rencontres et les ateliers? De notre côté, notre groupe nous permet d'échanger de temps en temps sur des références de livres, de podcasts ou de discussions de problèmes plus concrets, comme pour échanger des adresses de professionnels de santé, par exemple.
En vrai, oui, notre groupe de parole, il permet vraiment d'échanger des références de livres, podcasts, des films et des séries. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à chaque fois que du coup on est en groupe de parole, je me dis, purée, mais je devrais prendre de quoi noter toutes ces refs qui ont été dites pour ensuite du coup les mettre dans le groupe WhatsApp et que ça puisse profiter à tous. Mais aussi, c'est vrai que lorsque du coup Jules était seule à organiser le groupe de parole, Yael avait un Discord, mais moi, pour être honnête, j'avais un peu de mal à me familiariser avec ce réseau social. Et pour être honnête, il n'était pas très actif. Du coup, on a créé un groupe WhatsApp. Du coup, voilà, au début, c'était un simple groupe de discussion. Puis petit à petit, comme je disais, à la demande des membres, on a créé des sous-groupes afin que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc voilà, comme je disais, un groupe de discussion générale, groupe sortie, un groupe de recos et de livres, groupe où l'on s'envoie des photos de nos animaux, un groupe de gamereuses. Enfin, c'est vraiment super chouette. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte via la communauté qu'il y a sur WhatsApp qu'on a pas mal de gens qui sont pas de Lyon, parfois même pas du tout du département du Rhône. On a des gens qui viennent potentiellement de Haute-Savoie, de l'Ain, de l'Isère, voire même d'autres régions limitrophes, autour de par exemple la Bourgogne-Franche-Comté, tout ça. Donc voilà, ça permet aussi de faire du lien avec ces personnes qui peuvent pas forcément venir à nos groupes de parole sur place ou à nos événements, mais qui ont quand même envie de participer à la communauté. Ça me touche particulièrement. Et puis, il y a aussi des gens, ça c'est pas mal aussi, qui au départ se parlaient dans les groupes de parole, se sont rencontrés même via le groupe de parole, et puis ont tissé des liens, ils sont devenus potes, et font des sorties ensemble. Voilà, moi ça m'est arrivé, à Thémis aussi ça nous est arrivé, nous deux même, simplement. Et du coup, ça fait plaisir de voir que vraiment les gens, voilà, il y a une communauté, il y a un collectif, et les gens se rencontrent et n'ont pas forcément besoin qu'on soit là, toi et moi, pour faire des trucs ensemble. Toutes les communautés queer locales n'ont pas forcément de groupe sur WhatsApp ou une autre plateforme, ce qui peut donner un rythme très lent et saccadé à la réalisation de projets communautaires. Est-ce que certaines personnes ne sont pas sur ce groupe WhatsApp et comment comptez-vous les inclure dans la réalisation de projets comme le fanzine ? Alors, il est vrai qu'on avait rencontré certaines personnes qui n'avaient soit pas WhatsApp, donc ne pouvaient pas accéder à certaines infos, mais elles avaient Insta, et des fois le contraire. Certaines personnes avaient Instagram mais pas WhatsApp. Et du coup, c'est la raison pour laquelle nous, on prend vraiment soin de diffuser les informations sur les deux plateformes. Et parfois, certaines personnes n'ont ni Insta ni WhatsApp, et là, du coup, on fait des affichages dans Lyon. Ouais, comme je le disais, on a fait quand même quelques affiches, quelques flyers qu'on a déposés dans pas mal d'endroits à Lyon. On continue de les déposer d'ailleurs parce qu'on rend compte que, par exemple, le planning familial, on leur a donné des flyers. Enfin voilà, il y a plein d'endroits où on peut les déposer. On est toujours preneur d'idées. Et sur les flyers et aussi sur la banderole qu'on va avoir à la Marche des Fiertés, il y a notre QR code qui redirige vers notre Instagram. Donc si les gens après veulent rentrer en contact avec nous, ils ont juste à flasher le QR code pour avoir cette info-là. Et puis pareil, on a mis aussi des petits stickers de notre logo Arrowhaze, comme ça les gens voient le logo, voient le nom et peuvent faire une petite recherche sur internet pour nous trouver. Donc globalement, on essaye d'être présent même dans la rue, j'ai envie de dire, en tout cas dans la vie de tous les jours, et voir après, les gens ils peuvent nous contacter. On a un mail aussi, où j'ai aussi eu des contacts par mail, donc je dirais les gens arrivent à trouver quand même à un moment ou à un autre une manière de rentrer en contact avec nous. Est-ce qu'il y a beaucoup de renouveau, de nouvelles personnes qui viennent participer au collectif ou au groupe de parole ? Est-ce qu'elles ont tendance à rester sur le long terme ? Et si oui, comment est-ce que vous incluez les nouveaux membres ? Je dirais que c'est assez aléatoire. Disons qu'à chaque groupe de parole, on aperçoit effectivement de nouvelles têtes. Mais je dirais que vraiment, honnêtement, ça dépend des périodes de l'année. Parfois, on a beaucoup de nouveaux nouvelles en un groupe de parole, et des fois, un peu moins. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a des gens qui sont là depuis le tout début, depuis même le tout premier groupe. Alors, ils viennent pas forcément tout le temps non plus, mais ils reviennent régulièrement. Donc, je me dis, c'est quand même, on fait relativement bien les choses. Et puis aussi, il faut quand même prendre en compte qu'il y a aussi des gens qui viennent, mais qui sont étudiants, donc qui vont venir le temps de leur diplôme à Lyon, puis après, ils vont repartir dans leur ville, etc. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte, les mobilités personnelles des gens, qui fait que tout le monde ne peut pas être là non plus à tous les groupes qu'on organise. Ouais, et puis honnêtement, le collectif, l'air de rien, il grandit de plus en plus. Et avant, on mettait quelques jours avant que le TI soit complètement full avec les inscriptions. Maintenant, honnêtement, la dernière annonce que j'ai faite, en 1 heure, le TI était complètement full et ça fait grave plaisir en fait. Quels sont les différents profils de personnes représentées dans le collectif ou les groupes de parole ? Certains sont-ils moins enclins à rester sur le long terme ? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes neuroatypiques et assez peu de personnes cis. Étant moi-même neuro et non cis, je trouve ça assez cohérent sur notre lien et nos réflexions qu'on peut avoir très rapidement sur l'amour et la sexualité par rapport à nos identités personnelles. Après, niveau âge, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens dans la vingtaine.
Il y a quand même un peu plus de trentenaires maintenant, il y en avait peu au départ, maintenant il y en a un peu plus. Et puis il y a eu quelques personnes qui avaient la quarantaine, mais on est très majoritairement sur des gens qui ont entre 20 et 35-36 ans, je dirais. Ouais, et je dirais que la majorité, elles sont avant tout des personnes LGBTQIA+, qui ont besoin de soutien, de se sentir moins seules, de venir discuter de temps en temps sur des sujets à Race, mais j'ai l'impression sans trop d'engagement sur le long terme, enfin en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, elles sont pas là pour militer de manière, je sais pas comment dire, genre ultra dure, mais en tout cas sont juste dans une recherche de soutien, de rencontres. Voilà, en tout cas, nos membres ont plein d'idées de projets pour ce collectif et c'est trop cool, mais c'est vrai qu'il semble un peu difficile pour eux de mener le projet en question et du coup, c'est pour ça aussi qu'on est là aussi. Dans notre groupe de rencontres à Roace, nous avons souvent peu de personnes aromantiques et allosexuelles. Est-ce que c'est aussi le cas pour vous? Et si oui, quels sont les outils que vous utilisez pour assurer que Yael se sente bienvenue? C'est vrai qu'en vrai, on rencontre aussi assez peu de personnes aro et allo. J'avoue que la plupart, j'ai l'impression, sont aro-ace. Mais après, je sais pas si on met un truc spécifiquement en place, enfin des outils spécifiquement en place, mais en tout cas, on prend soin de préciser à chaque début de groupe de parole que ce TI comporte différents types de profils et que on parle autant aux personnes asexuelles qu'aromantiques, qu'en questionnement. Je me faisais la réflexion aussi si c'est pas forcément un peu lié au profil d'âge des gens qui viennent. Parce que finalement, les gens ont tendance, en tout cas c'est l'impression que j'ai, à découvrir leur aromantisme plus tard dans la vie, vers la trentaine, quand ils se disent bon là, faut que je me case, faut que je rencontre la bonne personne, mais la bonne personne n'est pas là, peut-être qu'en fait c'est moi qui suis aro. Alors que finalement, les expériences sexuelles, c'est quelque chose qui vient en général un peu plus tôt. Et du coup, on peut peut-être un peu plus précocement dans la vie se dire peut-être qu'en fait je suis asexuel. Quelles sont vos activités principales? L'activité principale, c'est celle avec laquelle on a commencé et on continue, c'est-à-dire le groupe de parole, le TI, qu'on organise une fois tous les 2 mois. Maintenant, on essaie aussi d'organiser des TI à thématiques. Idéalement, ça serait bien qu'on arrive à avoir un groupe de parole une fois par mois, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de demandes, on a vu que les inscriptions partent très vite. Ouais, carrément. Après, du coup, je reviens dessus, mais pas trop, du coup. Mais comme on disait, là, je pense que notre plus gros projet de l'année, ça a été quand même l'organisation de notre tout premier cortège à Roace. Enfin, mais aussi le tout premier cortège à Roace de France. Donc voilà, comme on disait, ça a été un gros travail de la création de flyers avec nos revendications politiques et qui on est en tant que collectif, que du coup les stickers, que du coup rédiger une prise de parole, qui va la lire, mais du coup aussi créer des slogans et les sélectionner et qui va les chanter. Enfin bref, ça a été vraiment une grosse orga. Enfin en tout cas, on en est très fiers de ce gros projet. Et puis sinon, après, il y a quand même le travail sur les réseaux. Donc lors des journées, des semaines de visibilité, on échange pas mal sur les réseaux, on poste sur Instagram, on met quelques définitions, par exemple d'aromantisme, d'asexualité, on rentre un peu dans les détails de certains termes qui sont peut-être moins utilisés. Et puis on repartage beaucoup aussi parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, majoritairement en anglais encore une fois, mais maintenant aussi un peu en français. Donc on essaye de faire aussi communauté via les réseaux, via nos repartages d'articles ou de Reels sur Instagram. Ouais, carrément. Et je dirais qu'on est aussi un collectif ressources, évidemment sur les questions aromantiques et asexuelles, donc pour les assos et les structures LGBTQIA+. Par exemple, je pense notamment au collectif Bipan Lyon qui nous a demandé, je sais pas si on peut dire vraiment intervenir ou collaborer, mais oui, c'est ça, d'intervenir dans le futur lors d'un de leurs groupes de discussion pour parler d'aromantisme et d'asexualité. Et sinon, pour la suite, on aimerait beaucoup organiser des ateliers créatifs, comme on disait un petit peu plus tôt, des ateliers de création de Azine pour mettre en scène du coup nos réflexions collectives à travers des dessins, des collages, des poèmes, des manifestes. Et aussi, je pense que étant donné que la sexualité, c'est plutôt mon sujet, j'aimerais bien faire des interventions par la suite dans les milieux militants, afin de mettre en avant du coup les questions asexuelles, comme je disais, dans les milieux queer féministes, qui sont pour l'instant peu présentes. Et comme on disait, voilà, faire plus de collaboration avec les collectifs et élus associatifs, comme on disait par exemple l'atelier Shibari, de se mettre en lien avec le Café Rosa, qui est un café queer féministe très réputé à Lyon. Donc les collaborations, c'est plutôt chouette. Quelles difficultés rencontrez-vous en tant que collectif militant à Roace? Est-ce que c'est plutôt au niveau du soutien, du financement, de la reconnaissance en tant que collectif, la lutte, la légitimité? Alors pour parler argent, c'est vrai que le financement c'était un peu complexe au départ. Globalement au début c'était moi qui finançais tout. Donc je finançais les impressions de flyers, d'affiches, de stickers, etc. Donc ça va, bon j'ai un salaire, je vais pas à me plaindre, mais au départ voilà, c'était purement sur des fonds personnels.
Ouais, et d'ailleurs, moi, j'étais un peu gênée au début que ce soit Jus qui prenne en charge l'aspect financier parce que, enfin, voilà, j'étais un peu gênée de ça et du coup, j'ai rapidement créé une cagnotte pour notre collectif. En vrai, on en a beaucoup parlé avec Jus. Au début, on n'était pas forcément d'accord dessus parce que Yael ne ressentait pas forcément le besoin de le faire et ne se sentait pas forcément légitime de demander de l'argent. En vrai, je suis d'accord que c'est assez délicat de demander de l'argent, mais honnêtement, je pense que c'est tout à fait OK au vu de notre travail acharné et je dirais gratuit. Je pense qu'il faut juste expliquer un petit peu la manière dont on fonctionne. On est un collectif militant qui organise de multiples actions sur le long terme, et du coup, cette énergie, ce temps, cet investissement, tout ça, ça se fait en dehors de notre temps professionnel et personnel. Donc on kiffe, c'est trop cool, mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas non plus qu'on perde trop d'argent non plus. Surtout que moi, je n'ai pas de salaire MDR, plutôt des gratifications. Comme j'expliquais à Jus, certaines personnes ne peuvent pas forcément aller en manif, Pride pour de multiples raisons. Et du coup, avoir le pouvoir de donner de l'argent, avoir la possibilité de donner de l'argent, c'est aussi une manière de militer. Et finalement, ça marche très bien la cagnotte. Donc on est ça nous fait assez plaisir. Et puis pour la légitimité du collectif, globalement, je trouve qu'on a très vite gagné notre légitimité, en tout cas au sein de la ville de Lyon et des différents groupes queer de la ville de Lyon. Les gens ont compris qu'on était devenu un collectif et plus seulement un groupe de parole. Ils nous invitent à différents événements en tant que collectif, du coup. Et ils veulent nous faire participer à différentes choses, donc le groupe de parole. Par exemple, il y a aussi DJ Pom Pom qui t'avait contacté, Thémis, pour potentiellement faire quelque chose pour la Saint-Valentin. La Médiane aussi, donc le lieu féministe qui a ouvert à Lyon, qui veut nous faire intervenir. Donc on commence aussi à être vraiment reconnu en tant que référence, si je puis dire, à Roveil sur Lyon. Carrément. Et moi, je dirais, personnellement, ma principale difficulté, enfin, si on peut parler de difficulté, je le définirais pas ainsi, mais c'est plutôt, je pense, le décalage d'engagement. Mais ça, je l'avais plutôt eu au début. Maintenant, je commence un petit peu à m'adapter. J'ai beaucoup d'ambition pour ce collectif parce qu'il me fait trop du bien et il fait du bien à plein d'autres gens. Il faut se dire qu'avec Jus, en vrai, on se complète super bien. J'ai toujours l'envie d'organiser, d'être sur 1000 projets à la fois, de les porter très haut et de faire vivre ça. Et du coup, Jus a tendance à plutôt me canaliser, me rappeler qu'on a une vie pro, on a une vie perso à côté, qu'il faut se ménager. Donc plutôt un good duo. En vrai, sinon je pense que j'aurais déjà fini en burn-out, honnêtement. Et parfois aussi, je me compare avec d'autres collectifs militants trop cool et je me dis que ça pourrait être nous. Mais je pense qu'il faut pas comparer l'incomparable. On est quand même encore un bébé collectif. Et je me compare en fait à des collectifs qui ont plusieurs années et ils sont pas que deux à tout gérer. Anyway, de toute façon, moi j'ai envie qu'on porte ce collectif tous ensemble. J'essaie le plus possible de faire participer les membres du collectif. Mais je sens que parfois c'est un petit peu plus difficile dans le sens où je pense qu'on cherche pas tous la même chose comme j'exprimais tout à l'heure. Je pense que j'ai l'impression que les gens sont surtout là pour partager leur expérience, ont besoin d'être rassurés, de ne pas se sentir seuls. Je sens peut-être un peu moins les côtés vénères entre guillemets et revendicatifs que j'aurais aimé amener et faire exister peut-être pour la suite. Disons que j'ai envie que ce soit un collectif un peu vénère et révolutionnaire et là on est plus sur un collectif LGBTQIA+, de soutien et d'entraide, et ce qui est déjà vraiment trop cool ça, parce que ça n'existe pas encore, donc on est déjà trop fiers de ça. Quels sont les projets en cours ou futurs ? Alors là, on vient tout juste de sortir de l'orga du cortège de la Pride, même si la nôtre a été reportée au 19 septembre pour de multiples raisons, mais surtout la chaleur. On est un peu fatigué, du coup on va se laisser un peu de répit pour le mois de juillet et août, et en vrai pas tant parce qu'on a quand même un petit le 16 juillet et on est en train d'enregistrer cet épisode de podcast trop cool. Surtout du coup moi de manière personnelle je suis sur un projet éditorial où je suis en train d'écrire un essai asexuel féministe. Donc en fait, au bout d'un moment, je pense qu'il faut que je mette un petit peu le collectif, pas en stand-by, mais du coup, pour me concentrer un peu sur cet immense et beau projet. Après, c'est vrai que juillet-août, il y a quand même un peu moins de gens aussi sur Lyon. Donc ça permet aussi... là, on fait un groupe de parole donc la semaine prochaine. Hein. Mais après, il n'y en aura pas forcément en août, parce qu'on sait que Lyon, en août, tout est fermé, tout est vide, et les gens sont partis ailleurs. À partir de septembre, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de projets. Déjà, on va continuer de faire parler des questions romantiques et asexuelles, et de solidifier notre communauté. Le but, c'est de mettre en place à la rentrée des ateliers, comme je le disais, créatifs et militants. Donc pourquoi pas aussi des projections de films à Roace, pourquoi pas des book clubs, c'était aussi une discussion qu'on avait eue à l'époque, mais ça n'a jamais été mené jusqu'au bout. Mais ça serait intéressant de mettre ça en place. On a pas mal de gens qui sont vraiment soit dans le milieu du livre, donc qui sont bibliothécaires ou libraires, soit vraiment juste fans de lecture et qui adorent lire des livres sur le sujet et recommander des livres sur le sujet. Donc voilà, on a plein d'idées. L'atelier fanzine aussi.
Globalement, tout ça, va falloir qu'on se pose pour voir où on l'organise, comment, potentiellement avec quels moyens, financiers ou humains. Et puis voilà, ça se fera. Mais on a confiance et pour l'instant, on se laisse un peu l'été quand même pour se reposer. Oui, de ouf. Et du coup, comme je disais, moi, je me focus un peu plus sur le côté de sensibilisation de ce collectif où j'aimerais vraiment proposer des interventions sur la sexualité, étant donné que c'est ma thématique de recherche. En réalité, j'aimerais en faire mon métier, c'est-à-dire être rémunérée et vivre de ça. Je fais un petit sourire parce que je sais que dans la France de Macron, c'est compliqué, mais je pense arriver à mes fins. Est-ce que vous organisez tout à deux ou est-ce que vous avez une équipe pour vous aider, un fonctionnement complètement horizontal ? Pour l'instant, on est effectivement 2 à gérer le collectif et à organiser, animer les événements. Jusqu'à là, en vrai, ça nous va, mais probablement que par la suite, du coup, on aura besoin de recruter des personnes. Initialement et idéalement, en fait, on aimerait être un fonctionnement horizontal, donc c'est-à-dire sans aucune hiérarchie entre membres. Donc en gros, concrètement, que tout le monde mette la main à la pâte dans l'organisation. Après, je dois avouer qu'en pratique, ça se passe pas vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'on est seulement 2 à organiser, indépendamment de notre vie professionnelle et personnelle déjà bien remplie, comme je le disais. Voilà, parfois ça peut être un peu chronophage, ce qu'il est difficile de vraiment couper, mais je pense que dans l'idéal par la suite, j'aimerais un petit groupe d'organisatrices, je sais pas, imaginons 4 personnes, qu'on puisse faire régulièrement des réunions, par exemple une fois tous les 2 mois, pour discuter des objectifs du collectif, de nos attentes à chacune, des projets en cours, de se répartir les tâches, mais aussi de se communiquer comment on va, de la manière dont on se sent dans le collectif, parce que j'appuie vraiment sur l'importance du care dans les lieux communautaires qui sont vraiment précieux en mon sens, parce que s'organiser, c'est aussi prendre soin de soi, en vrai. Et j'ai vraiment envie de prioriser le soin et la sécurité émotionnelle dans ce collectif. Là, j'avoue, pour l'instant, en vrai, on n'a fait qu'une réunion. Mais parce que du coup, voilà, on s'est créé en janvier, on n'est que 2. Mais j'espère, j'aimerais vraiment mettre ces réunions en place pour ne pas se perdre, entre guillemets, crouler sous le travail sans trouver l'espace pour en parler. Après, moi, sur un point de vue personnel, je dois avouer que j'ai quand même du mal parfois à lâcher le bébé et à faire totalement confiance à des gens qui viendraient avec des projets. Donc, on le fait de plus en plus. Mais c'est vrai que Thémis, au moins, on continue de suivre les projets. On n'est quand même jamais trop loin pour être sûr que ça corresponde bien à la ligne du collectif. C'est exactement ça. L'expression lâcher le bébé, c'est vraiment tout à fait ça. Oui, voilà, notre collectif, c'est notre petit bébé parce qu'on travaille énormément pour que ça fonctionne. Et l'air de rien, on a aussi instauré une manière de fonctionner avec Jus et moi-même et ça marche super bien. Et d'ailleurs, même pour les prises de décision, en vrai, c'est évidemment plus facile de prendre des décisions concrètes à 2 qu'avec une équipe. Mais à l'avenir, si ce collectif grandit encore, et je nous le souhaite, évidemment, je pense qu'on recrutera. Je pense que la répartition des tâches s'est faite assez naturellement entre nous, sans qu'on ait vraiment besoin de la formaliser. En fait, très vite, on s'est rendu compte que moi, j'étais plutôt à l'aise du côté écriture et com', notamment sur Insta et WhatsApp, tandis que Jus gérait davantage un peu plus je sais pas comment dire ça, mais la logistique, l'orga. Ouais, moi, j'étais plutôt dans la recherche des lieux, tisser des liens aussi au départ avec les différents lieux associatifs, les rencontrer et puis réserver les salles. Comment on fait? Est-ce qu'il faut une inscription? Est-ce qu'il faut payer à l'entrée? Est-ce qu'il y a une participation aux frais? Quand il faut imprimer, par exemple, des documents, des flyers, des affiches. Et puis l'aspect financier aussi au départ. Donc j'étais vraiment plutôt dans, oui, l'organisation, planification, alors que Thémis, c'est vraiment plus dans le côté réflexion, synthèse, communication. Par exemple, pour la charte ou juste les posts Instagram, c'est généralement moi qui rédige et qui crée les contenus et Jus les relie et on valide ensemble. Mais par contre, une chose qui est quand même très importante pour nous, c'est que même si chacune a ses domaines, entre guillemets, on prend jamais de décision seule parce que encore une fois on a un collectif, on est ensemble et on se tient toujours au courant de ce qu'on fait. On attend systématiquement la validation de l'autre avant de concrétiser le projet. C'est aussi comme ça que fonctionne notre podcast sur beaucoup d'aspects. Être à 4 nous permet de prendre en compte les avis de tout le monde lorsque l'on prépare un post ou un épisode et c'est très précieux. Est-ce qu'une chose a été surprenamment facile dans la création ou le maintien du groupe ? Pour le maintien du groupe, c'est vrai, au départ je pensais que ça allait être juste un one shot, c'est-à-dire qu'on allait faire un seul groupe de parole, une fois, que ça allait être un échec total, que j'allais être seul dans le bar, et qu'en fait, soit c'était déjà fini, soit éventuellement ça allait durer 3-4 mois, et ensuite les gens auraient fait le tour de la question, et plus personne ne serait venu. Et en fait non, ça fait plusieurs années, il y a encore des nouvelles têtes qui viennent à chaque fois, même des gens qui étaient là à l'époque, pas forcément que des gens qui viennent d'arriver sur Lyon.
Et du coup, je trouve ça incroyable. Oui, je suis grave d'accord. Vraiment, ça me fait toujours un peu quelque chose quand je vois de nouvelles têtes. Moi, je dirais que les collaborations sont particulièrement faciles. C'est-à-dire que je m'attendais pas à ce que les collectifs ou les structures soient aussi intéressés en fait par les questions aromantiques et asexuelles. Je pensais, tu sais, qu'on allait rester un peu en marge dans notre coin, mais en fait, ce qui est pas du tout le cas. Je trouve les structures et assos plutôt inclusives et ça, c'est vraiment trop chouette. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait d'avoir une communauté Aroace organisée autour de vous? Alors, pour ma part, je pense que c'est de savoir qu'une communauté s'est formée suite à notre travail. Aujourd'hui, je pense qu'on est très très fiers et reconnaissante de voir notre communauté Aroace se former, se solidifier à chaque groupe de parole, qui d'ailleurs s'éternise après dans un format un peu moins formel. Et honnêtement, moi, ça me fait vraiment beaucoup de baume au cœur d'avoir un petit groupe local d'Adelphes. Quand je pense que quand j'ai fait mon coming in et coming out il y a 2 ans, j'avais vraiment aucun camarade Aroace autour de moi. Et ça me fait tellement du bien d'avoir co-créé ça. Parce que je pense militer sur les réseaux, c'est bien. C'est une chose et il faut le faire, c'est chouette. Mais se rencontrer, échanger, créer ensemble, c'en est une autre. Et du coup, je pense que seul, on va plus vite, mais en vrai, ensemble, on va beaucoup plus loin. Puis moi, je trouve qu'on fait du bien aux gens, en tout cas aux gens qui viennent. Ça leur sort potentiellement de leur solitude. Ça leur permet aussi de voir, d'avoir d'autres réflexions avec un entourage différent de celui des études ou du boulot ou de la famille. Et du coup, ils parlent de sujets dont ils voudraient parler depuis longtemps, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire. Donc voilà, parfois les gens ils partent et ils nous remercient d'avoir organisé le groupe de parole et je trouve ça incroyable. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux personnes qui n'ont pas accès à un groupe local? C'est une bonne question. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit sur Instagram en me disant qu'elles regrettaient de ne pas être sur Lyon pour bénéficier de ce groupe de parole et de tous nos autres événements. Qu'il n'y avait rien dans leur ville. Et en fait, moi, j'ai tout de suite pensé à Meetup. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un réseau social où tu peux créer des événements, général, des événements dans la ville et du coup, des événements Aroace aussi. En fait, il y a un groupe qui s'appelle Rencontres asexuelles, alors qui inclut également les personnes aromantiques, mais c'est juste que les organisatrices sont en train de réfléchir à changer le nom du groupe, mais elles ne se sentent pas légitimes parce que elles sont uniquement asexuelles. Les organisatrices de ce groupe s'étaient rendu compte qu'il y avait plein de petits groupes, alors asexuels au départ majoritairement, mais aussi aromantiques, dans la France, mais qui ne se connaissaient pas. Il n'y avait pas de réseau officiel de rencontres et de mise en commun des différents groupes locaux. Donc Meetup, ça permet de faire une sorte de canal de diffusion et de discussion pour toucher et réunir le plus de personnes concernées. Et comme ça, il y a des gens qui se rendent compte qu'il y a un groupe dans leur ville, un jour ils vont déménager, et ben ils vont dire « Ah bah ça tombe bien parce qu'il y a aussi un groupe dans la ville où je vais, donc je vais pouvoir continuer à avoir des gens à Aroace ». Et puis via Meetup, on se rend compte que selon les villes, il y a aussi pas mal d'événements qui sont organisés. Donc il y a des soirées loup-garou, karaoké, pique-nique, etc. Donc déjà, ça donne des idées pour nous, pour faire d'autres types d'événements. Et puis en fait, quand on voit tout ce qui se crée actuellement au niveau de la France, ça fait quand même vachement chaud au cœur. Après, au-delà de ça, même s'il n'y a pas forcément un groupe dans sa ville, déjà, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de groupe à Lyon et c'est moi qui l'ai organisé, donc c'est faisable. Ça paraît insurmontable au départ, mais en fait, globalement, c'est assez simple à faire. Le plus compliqué, c'est de s'y tenir et de le faire après régulièrement, mais en faire un de temps en temps, selon les capacités qu'on a de fatigue, etc., c'est faisable. Mais sinon, il y a aussi des rencontres en ligne. Il y a par exemple plusieurs groupes, alors je pense entre autres au groupe de Strasbourg, qui organisent parfois des visios sous forme de groupe de parole, mais en visio. Donc ça aussi, les gens ne sont pas forcément obligés de venir de la ville de Strasbourg pour y participer. Et puis pour les personnes qui seraient anglophones, alors je pense qu'il faut quand même un assez bon niveau d'anglais, mais ça se fait. Il y a le Aroace Research, donc le réseau de recherche sur l'aromantisme et la sexualité, qui est européen, si je ne me trompe pas, qui organise régulièrement des discussions thématiques. Il y a leur agenda sur leur Instagram, et là aussi c'est en visio, vous pouvez vous connecter, c'est gratuit, et vous pouvez parler après, il y a des échanges, des questions-réponses, etc. Après chaque présentation, donc ça peut être aussi une bonne idée. Oui, et du coup, vraiment, c'est trop cool parce que si vous n'avez pas de groupe local dans votre ville, vraiment, c'est possible de le créer. En fait, je pense que c'est vraiment important de créer et de faire vivre des réseaux féministes, queer et Aroace existants. Organiser des groupes de parole, des conférences, des événements festifs, militants, culturels. En fait, c'est vraiment des lieux de rencontre, d'entraide et de politisation qui sont vraiment importants.
Et si vous êtes concerné, vous êtes légitime, vous êtes superbe. On a besoin de groupes ROS queer féministes pour faire communauté et lutter ensemble. Bah voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. On vous remercie très très chaleureusement d'être venu jusqu'à Genève pour enregistrer cet épisode avec nous, pour présenter le collectif Thé entre aspects. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, ça nous a vraiment fait plaisir de rencontrer d'autres communautés ROS, voilà, comme je disais, de faire collectif et de faire vivre ces espaces. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode d'introspection. On espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucun des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram @atrospection pour rester au courant de nos actualités. Et si vous voulez réagir à cet épisode ou proposer des idées de sujets pour un prochain épisode, écrivez-nous un email à l'adresse atrospection@gmail.com. On se réjouit de vous lire. Le podcast Atrospection est un podcast indépendant, créé, produit et diffusé par l'équipe d'Atrospection basée en Suisse romande. Merci à Chloé Zuffray pour la musique du générique.